Bonjour à tous. Donc, je voulais faire une mauvaise blague sur les laptops Linux qui marchent jamais quand on fait des prêts. Il se trouve que j'ai dû échanger mon laptop au dernier moment puisqu'il y a des histoires d'USB-C avec les derniers Mac, tout ça. Donc, voilà, je suis super, super à l'aise. Donc, Docker 2017, nouveauté perspective. Après le talk sur la sécurité de Jessie, très précis, je vous propose de prendre un peu de hauteur et de voir ça de très très loin. Donc, qui je suis? Voilà, Jean-Laurent de Morlon, je travaille chez Docker à Paris. Donc, effectivement, on a un bureau de R&D à Paris de Docker. Et donc, pour tous ceux qui m'ont déjà posé la question 15 fois, non, je ne fais pas de sales, non, je ne fais pas du marketing. Oui, c'est bien une boîte américaine qui monte un bureau de R&D à Paris. Et donc, on fait effectivement du code toute la journée. Voilà. C'était pour tuer ce mythe que j'entends si souvent. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes. Le bureau a été monté il y a 1 an et demi. Et voilà, on va, je pense, au moins doubler de taille d'ici une année. Docker. Docker pense qu'on a besoin d'outils pour faire de l'innovation de masse. Et donc, Docker est une entreprise qui cherche à faire des outils, pour que vous puissiez, ensuite, faire vos propres applications, vos propres projets. Une des idées de Salomon, qui est le patron de Docker, dont Jessie a dit tout à l'heure qu'effectivement il était français. Il a commencé à vouloir créer sa boîte en France et a fini aux États-Unis. Donc son idée à lui, c'est de dire que peut-être que si on était capable de fournir un Internet qui était programmable, ce serait en fait l'outil ultime d'innovation. Donc être capable de programmer Internet de manière globale. Et donc Docker, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. On essaye de fournir des outils, donc un produit commercial, Docker Enterprise, donc II, dans lequel il faut bien vivre, ma bonne dame. À un moment donné, il faut payer les salaires, le mien notamment, mais aussi tous ceux des autres employés. Et donc on a un produit commercial qui est construit sur une plateforme de développement, donc Docker Community, qui est lui-même basé sur une infrastructure qui s'appelle maintenant Moby depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a effectivement splitté, détaché la partie open source de la partie purement communautaire, et basé sur des standards, donc tout ce qui est autour de la Container Initiative. Donc voilà, et donc ce que je vais essayer de vous proposer dans ce talk-là, c'est d'essayer de voir un peu sur ces 4 étages, quelles sont les nouveautés qui ont eu lieu là, récemment, et aussi tout ce qu'on vous propose un petit peu pour le reste de l'année, sachant que pour Docker, qui est une petite structure, parce qu'on est environ 350 dans le monde, c'est pas du tout les mêmes chiffres que ce que vous pouvez avoir chez Google ou d'autres, où ça se compte en dizaines de milliers. Nous, on est assez notre emploi du temps, notre façon d'annoncer les choses est assez rythmée par rapport aux conférences qu'on propose nous-mêmes. Et donc du coup, là, on est dans une situation un peu compliquée, puisqu'il vient d'avoir une conférence à Austin, au Texas, il y a quelques semaines, et il y en a une autre en octobre dans quelques temps. Donc j'aimerais vous parler de beaucoup d'autres choses que ce dont je vais vous parler tout de suite. Voilà. Mais on est juste entre 2 conférences, donc c'est pas complètement évident. Donc voilà. Donc tout d'abord, une grosse partie. Donc comment on découpe aujourd'hui Docker, comment Docker se découpe dans les différents projets. Donc si vous faites sur GitHub Docker/Docker aujourd'hui, vous allez vous faire d'un coup de passe-passe magique, vous retrouvez sur le projet Moby. Donc ça a fait pas mal parler, notamment c'est assez rigolo. Moi je me rappelle le jour où on l'a fait, il y a un gars qui faisait un outil pour GitHub qui testait la façon dont les pull requests fonctionnent. Je ne sais plus exactement qu'est-ce que son outil, de quoi il est constitué. Mais en gros, ce gars-là, le jour où on a fait la redirection de Docker vers Moby, il s'est retrouvé à avoir tous ces tests d'intégration qui sont passés en rouge, parce qu'effectivement, il testait en direct sur GitHub, parce que comme il y a tellement de pull requests sur le projet Docker, tout d'un coup, tout ça était, parce que comme c'était une redirection, ça marchait plus, donc il était un peu affolé. Bref, tout ça pour dire que le projet Moby devient effectivement ce qu'était Docker avant, donc vous avez toute la partie open source, qui est faite là-dedans. Tous les contributeurs qui ont proposé du code là-dedans se retrouvent aujourd'hui sur Moby. Donc voilà, le Docker continue à essayer de faire en sorte que le projet open source vive. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu le même distinguo que vous pouvez voir chez Red Hat avec effectivement Fedora et CentOS.
Donc ensuite, il y a deux types de Docker. Donc le Docker Community Edition, qui est en fait la façon dont Docker va rajouter des petits éléments supplémentaires. Donc ça consiste notamment à toutes les éditions, je vais y revenir après. Et enfin la partie Enterprise, qui consiste à faire en fait de tourner Docker dans le monde de l'entreprise, dans lequel on a un peu d'autres problématiques et d'autres contraintes que celle de faire tourner ça chez soi. Donc pour l'entreprise, on propose une solution à base en partie de certification, dans lequel un certain nombre d'intégrateurs vont vous certifier que leurs produits vont tourner sur une plateforme Docker de A à Z. Donc notamment sur tout ce qui est des conteneurs spécifiques. Donc une base de données Oracle, par exemple, qui serait certifiée par Oracle pour tourner. Ce ne sera pas un conteneur que vous aurez utilisé de je ne sais pas où, ou votre truc bricolé dans un coin, c'est le conteneur officiel. Un certain nombre de plugins, notamment sur les volumes, ou sur des choses qui sont un peu critiques comme le network. Et puis bien sûr, ça tourne aussi sur des OS qui sont certifiés eux-mêmes. Donc vous pouvez voir ici une grande variété de choses. On passe de Oracle Linux à Windows Server 2016 pour faire en sorte que l'ensemble de vos applications puissent fonctionner. C'est un gros changement. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que fait Apple, par exemple, mais quand Apple sort une version de système d'exploitation, la version d'après, elle est en général plutôt faite en sorte que de hardening. Là, on avait Sierra, il y a High Sierra qui va sortir, il y avait ce genre de choses. Chez Docker, nous, on a passé un peu de temps à faire en sorte que tout ça soit bien carré. Donc typiquement, aujourd'hui, maintenant, on est capable de proposer, et donc tout ça pour vous dire que pour une entreprise de 300 personnes, ça s'organise, ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Donc on est capable aujourd'hui de proposer du support sur 1 an sur l'ensemble des releases qu'on fournit. Donc pour ceux qui codent comme nous, c'est assez rigolo. Là, récemment, on a backporté des patchs sur 5 versions de Docker. C'était assez sympa. Surtout qu'en général, c'est des patchs de sécurité, donc c'est des choses qui met un peu prend le bas le combat chez tout le monde. On a du support maintenant, donc vous pouvez appeler des gens de chez Docker qui vont vous rediriger vers les bonnes personnes. Tout ça pour faire en sorte que l'entreprise on puisse fonctionner. Donc ça comprend effectivement donc une registry privée dans laquelle vous allez pouvoir contraindre l'ensemble de vos images en fonction des différentes équipes qui peuvent s'en servir. Des scans de sécurité qui vont vous permettre de vérifier que l'ensemble des images que vous tournez sont toujours non pas de CVE ou de votre trou de sécurité particulier. Et bien sûr, toute une gestion d'équipe. Vous pouvez créer des équipes en fonction de votre LDAP d'entreprise et pouvoir les lier au bon projet. Donc, on parlait de Docker en production. Donc, voilà un certain nombre d'entreprises qui utilisent Docker en production aujourd'hui. Ça va de 3 microservices dans un coin pour certains jusqu'à leur application principale qui tourne là-dessus. Donc, il y a un peu de monde. Ça progresse régulièrement. En France, on a notamment donc, la Société Générale avec qui on travaille régulièrement, la plupart des grandes banques. Et donc, voilà, Docker en production aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité qui grandit, qui se fait à son rythme, au rythme de changement des entreprises. Quand vous arrivez voir vos ops et que vous leur dites « Ah non, maintenant je veux tourner dans un conteneur alors qu'avant je tournais sur une VM », il faut aussi que la migration se fasse dans les deux sens. Et donc Docker essaie de s'adapter aussi au monde de l'entreprise, qui pour une startup de 350 personnes, encore une fois, c'est un challenge. Pour la partie Community Edition, ce que va faire Docker essentiellement, c'est vous proposer en fait non plus juste la partie open source brute de fonderie, mais une façon d'installer Docker et de le mettre à jour sur votre système, quel qu'il soit, le plus facilement possible. Et donc, ça passe par Docker pour Mac et Docker pour Windows, mais on fournit aussi des Docker pour AWS et Docker pour Azure, et plus récemment Docker pour Google Cloud, qui sont en fait la meilleure façon d'utiliser Docker dans le cadre de l'utilisation de votre plateforme. Donc, qu'est-ce que c'est que Docker pour AWS? Finalement, vous pouvez très bien prendre une AMI, installer Docker et le faire tourner. Docker pour AWS, on va essayer de faire en sorte, par exemple, que ce soit super simple pour vous de vous en servir. Donc déjà, ce ne sera pas une interface Docker, ce sera l'interface d'AWS. Et puis vous savez très bien qu'on l'a vu avec Jessie tout à l'heure, quand vous faites tourner en général quelque chose sur AWS, vous avez peut-être envie d'ouvrir des ports à un certain moment. Et donc typiquement Docker sur AWS va prendre en charge automatiquement le fait que si vous avez déclaré qu'un conteneur doit ouvrir un port en particulier, on va se charger de l'ouvrir dans le firewall par exemple, ce genre de choses. Donc une espèce d'intégration la plus native possible en fonction de la plateforme sur laquelle vous tournez. Et donc ça, on fournit des updates tous les mois sur l'ensemble de ces produits pour des versions qu'on appelle Edge, donc des versions un peu avec les dernières nouveautés. Et on fournit aussi tous les trimestres une mise à jour sur la version stable, donc environ tous les 3 mois. Donc Docker pour Mac et Docker pour Windows, c'est un peu un projet qui me tient à cœur, parce qu'avec Justin qui est ici, c'est le projet moi
sur lequel je travaille depuis 1 an et demi chez Docker, donc je vais faire un petit focus personnel sur le projet. L'année dernière, quand j'étais venu vous parler de ça, j'avais des gens dans la salle qui étaient là, qui me disaient « Oui, mais mon disque dur est tout plein, j'en ai ras-le-bol dès que je me sers de Docker pour Mac, au bout de quelques temps, mon disque grossit et j'ai plus de place. » Donc ça, aujourd'hui, c'est réglé. Et surtout, l'autre grosse partie, pour tous les gens qui font notamment du PHP, du Rails, ou du moins partie pour ceux qui font du JavaScript, on a maintenant donc, un flag spécifique de montage de volume qui s'appelle Cached, qui vous permet d'obtenir des gains de performance d'entre 20 et 400%. J'ai vu dans un article récemment qui n'était pas sponsorisé par Docker. Et donc ça, c'est un gros travail. Aujourd'hui, effectivement, si vous avez envie de monter des volumes dans Docker et de faire du développement, par exemple du développement web où vous changez vos sources et automatiquement vous voyez le résultat dans vos conteneurs, c'est assez appréciable. Il y a d'autres improvements qui vont venir là-dessus, on va continuer à travailler dessus. Là aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vous permet de définir des répertoires spécifiquement dans votre laptop sur lesquels qui vont être modifiés que d'un côté. D'accord ? Parce qu'un des gros problèmes du partage de volume quand vous faites ça, c'est que il faut être capable de vérifier, de garantir l'intégrité de vos fichiers, qu'ils soient modifiés du côté du conteneur ou du côté du host. Okay ? Et donc du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est on vous garantit ça. Et pour vous garantir ça, il faut faire un certain nombre de contrôles avant que chaque écriture ou chaque lecture de fichier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce composant dans Docker pour Mac, il est on va dire, perceptible dans son utilisation. Et qu'avec ce flag-là, vous lui dites en fait, je m'en fiche, moi je ne vais pas le modifier de mon côté, ça va être modifié que du côté du host, ou au contraire, c'est modifié que de mon côté. Donc vous pouvez y aller avancer. Donc du coup, on est capable de faire des optimisations de caching qui sont beaucoup plus importantes. Tout en vous garantissant, du coup, avec vous qui avez le contrôle, le garantie de ces fichiers. Donc ça, c'est des gros changements. C'est disponible aujourd'hui, donc c'est disponible même depuis quelques semaines. Donc vous pouvez utiliser les versions Edge ou la 17.06 là, qui devrait sortir là, dans quelques jours. Et vous aurez l'ensemble de ces outils. Côté Windows, on a beaucoup travaillé aussi. Jusqu'à présent, un certain nombre des process qu'on faisait tourner sur le host Windows étaient directement administrateurs. Là, on les a descendus au strict minimum, comme c'est fait sur Mac depuis le début. Sur Windows, c'était un tout petit peu plus compliqué. Et aujourd'hui, si vous voulez vous amuser à faire des swarms hybrides, donc un orchestrateur dans lequel vous allez mettre à la fois des nœuds Windows et des nœuds Linux, vous pouvez commencer à faire ça aujourd'hui avec un Docker pour Windows. Donc Docker pour Windows tourne lui sur des Windows 10, même un peu vieux, pas quasiment les tout premiers Windows 10. Et si vous n'avez pas ça, il faut installer Docker à la main. Et enfin, la dernière partie, c'est Cloud Federation. Donc Cloud Federation, c'est un outil qui est assez rigolo, qui consiste en fait à vouloir partager de manière la plus simple possible votre utilisation d'un cloud en particulier. Donc typiquement, vous avez créé un swarm quelque part, donc vous avez l'ensemble de vos éléments qui tournent, et le simple fait de vous loguer avec votre ID de Docker va vous permettre d'utiliser le cloud d'un voisin. Et ça se fait d'un clic de souris. Vous avez l'ensemble des swarms qui vous sont attribués ici, staging, testing, pre-prod et QA. Et en cliquant dessus, vous allez ouvrir un terminal qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir être connecté directement sur ce swarm-là. Okay, donc là, vous avez toute l'authentification qui est faite pour vous, toute la sécurité qui est faite pour vous. Et donc, il suffit que n'importe qui dans cette équipe crée un swarm, il se retrouve partagé ici, et d'un clic de souris, vous pouvez y accéder sans avoir à faire de export host ou de déplacer des certificats ou quoi que ce soit. J'aurais bien aimé vous faire la démo, mais pour des questions de dongle USB-C, vous allez devoir vous contenter de ça, ou alors je vous la fais tout à l'heure en privé pour ceux que ça intéresse. Ouais, après, alors Docker pour Windows aussi. Alors là, normalement, si ça marche pas du tout. J'ai une petite démo. Eh ben, écoutez, on va passer. Voilà, la démo ne fonctionne pas avec le passage. Ouh là là, mon Dieu. On va y arriver, restez avec moi. Bon, on va dire que c'est ça. Ok, donc j'en ai fini pour les parties Docker Community. Ensuite, une des nouveautés qu'il y a dans la partie open source de Docker, c'est ce qu'on appelle le multi-stage build. Donc le multi-stage build, c'est un truc que personne trop regardait avant en se disant bon, c'est pas grave, déjà j'apprends à me servir d'un conteneur, ça va bien. Donc typiquement, imaginons que vous soyez complètement à la pointe de la technologie et que vous fassiez un projet JavaScript. Je ne suis pas de troll dans ce que je dis, je ne comprends pas pourquoi vous rigolez. Et qu'en même temps, votre back-end soit du Go. Donc typiquement, si vous voulez faire ça avec un conteneur proprement, il faudrait que vous compilez votre Go à un endroit, dans un conteneur. Vous récupérez le binaire qui est produit.
Ensuite, vous allez mimiser, transformer en ES 2000, je ne sais pas combien, votre JavaScript, obtenir des fichiers JavaScript standards, et ensuite copier tout ça dans une image finale, dans laquelle vous allez pouvoir exécuter en production. En pratique, avant, c'était un petit peu compliqué, parce qu'il fallait du coup que vous ayez 3 conteneurs qui tournent, un premier pour builder le Go, un deuxième pour builder le JS, et un troisième dans lequel vous récupérez l'ensemble des résultats pour l'exécuter. Et donc du coup, en général, ce que faisaient les gens, c'est qu'ils prenaient un conteneur qui faisait du JS, ils rajoutaient dedans le compilateur Go, on compilait tout ça, on laissait le binaire dedans et on exécutait ce truc-là. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec des conteneurs qui sont assez gros, pour des raisons de simplicité. Et donc maintenant, on a rajouté donc, ce qu'il y a multi-stage build, donc, qui est disponible depuis la 17.05, si je ne dis pas de bêtises. Et donc le multi-stage build, ça consiste dans un seul Dockerfile, d'accord, pour garder une certaine forme de simplicité, de pouvoir définir à la fois vos conteneurs de construction, mais aussi vos conteneurs d'exécution. Et donc, vous avez le premier en vert là-haut qui consiste à construire un binaire Go. C'est un projet Docker interne qui est un mini site web en React et en Go. Donc le premier, voilà, vous compilez un morceau de Go dans votre élément. Et ce qui est à retenir, c'est le AsGo Builder que vous voyez complètement à droite là, qui permet de définir que voilà, ça c'est le conteneur de build de Go. Ensuite, j'en ai un deuxième là qui va transpiler mon JS, donc j'appelle JS Builder. Donc vous voyez ça, ligne 1 et 6. Et ensuite, pour exécuter le tout, je vais simplement utiliser un Alpine tout simple, donc le dernier, là, ligne 12. Je vais prendre juste un Alpine, donc un Linux tout simple. Et ensuite, je vais copier le résultat des artefacts de mes conteneurs précédents. Donc vous voyez ça, ligne 16 et 17, avec le from Go Builder et from JS Builder. Ça permet de contexte à partir duquel vous allez copier des résultats. Du coup, vous avez des conteneurs qui sont hyper optimisés pour chacune des tâches. Vous n'avez pas un seul conteneur qui est énorme, où vous retrouvez aussi parfois, ce qu'on faisait aussi, c'est que vous preniez un Dockerfile, 2 Dockerfiles, puis vous copiez le contenu de l'un dans l'autre pour arriver à obtenir votre résultat. Là, avec ça, vous obtenez, voilà, vous ne posez plus trop de questions sur votre façon de builder tout ça. Donc ça, c'est disponible tout de suite. Vous pouvez vous en servir. En général, il y a tout le monde qui est en train de réécrire ces Dockerfiles en ce moment avec ce truc-là. Tellement c'est simple. Les autres éléments du projet Moby. Donc, le projet Moby, on est en train de faire des component split, donc on est en train de découper les composants de Docker en sous-projets. Donc avant, le projet était assez monolithique, vous aviez tout en un seul morceau. Et donc là, on sépare notamment tout ce qui est command line, donc la CLI, l'engine d'un côté, le build va suivre derrière. Et vous allez vous retrouver avec tout un tas de petits projets qui seront autonomes les uns des autres. L'idée, c'est quoi? C'est que Docker nous fournit des composants. Et c'est à vous ensuite d'utiliser soit les nôtres, soit de substituer n'importe quel composant s'il ne vous plaît pas. Okay, donc c'est un gros travail d'architecture. Vous imaginez transformer un monolithe en tout un tas de morceaux. Je pense que vous avez tous fait ça dans vos projets. Vous savez comment c'est difficile, notamment quand vous avez autant de personnes qui regardent et qui font « Ah non, ça je ne suis pas tout à fait d'accord, non plus ». Vous regardez le nombre d'issues et de pull requests sur le projet Docker, vous verrez, c'est pas hyper simple. On est en train de réfléchir aussi à faire en sorte que Swarm puisse tourner directement sur Containerd et non pas au-dessus de l'engine. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Un Docker init qui permet de nettoyer l'ensemble des process 0 qui tournent, qui seraient potentiellement exécutés. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà disponibles. Vous avez déjà, notamment quand vous travaillez plein de hosts Docker, vous allez vous retrouver avec des versions qui sont différentes. Et la command line, parfois, vous dit « Ah non, celui-là, je ne lui parle pas, il est trop vieux. » Ou au contraire, « Non, je ne sais pas de quoi il parle. » Et donc maintenant, la CLI, quand vous êtes une version avancée, elle est capable de se downgrader, parler le bon protocole en fonction du Docker dans lequel vous avez en face de vous. Donc c'est surtout hyper utile en entreprise dans lequel vos démons Docker, ils ne sont pas forcément mis à jour à la même vitesse à laquelle vous mettez vous-même à jour votre Docker client. Il y a tout un tas de plugins qui sortent maintenant, donc pour les volumes, l'ensemble des networks, Graph Driver, tout ce qui est authentification notamment. Et puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est aussi tout ce qui est log. Donc vous allez pouvoir écrire vous-même votre propre plugin, l'ajouter à votre démon et avoir un comportement particulier. Alors pour l'authentification, c'est critique. Et vous allez voir qu'il y a plein de gens qui sont en train d'écrire des plugins de network ou de volume. Vous en avez déjà un sacré paquet. Tout ça est disponible dans le projet Moby. Alors, un truc super populaire aussi dans les outils, ce sont tout ce qu'on appelle les contrôles de management de données. Donc ça, c'est un grand mot pour expliquer que vous pouvez faire Docker System Prune, ce genre de choses. Donc typiquement, vous pouvez nettoyer l'ensemble des conteneurs d'un coup en analysant qui sont ceux qui sont vraiment utilisés et de libérer l'espace disque. Ça, c'est vous utilisez cette commande en parallèle que Docker pour Mac et vous allez voir que votre gros fichier, il va sur Docker pour Mac, il va enfin se réduire à une taille acceptable.
Un truc qui est génial, c'est Docker Stack Deploy depuis un compose file. Donc vous êtes capable de prendre n'importe quel compose file et l'exécuter dans un swarm automatiquement. Tout ça est schedulé sous forme de service sans souci. Et vous avez Overloader qui est par défaut, qui est en train d'arriver incessamment sous peu. Donc tout ça, c'est en partie des contributions open source, en partie du travail qui est fait par Docker. Et tout ça va se retrouver dans dans toutes les versions de toute façon. Et enfin, on a annoncé à DockerCon un outil qui s'appelle LinuxKit. Donc LinuxKit, ça c'est la définition de Salomon. Je vous laisse lire, ça sert à rien que je le reparaphrase en français en plus avec une traduction approximative. Et donc en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de construire votre propre distribution Linux. Donc c'est un peu une espèce c'est comme si on vous offrait une nouvelle boîte de Lego, et dans lequel chaque brique est un conteneur. Donc vous allez pouvoir vous baser sur un système Linux existant. Le projet LinuxKit en contient un certain nombre. Et si vous avez envie de customiser n'importe quelle partie ou ajouter un élément spécifique dans votre distribution, vous allez pouvoir. Donc au départ, cet élément-là, LinuxKit, il est né, il a été créé, imaginé dans Docker pour Mac, dans Docker pour Mac, je vous rappelle, on fait tourner une VM dans laquelle on fait tourner un système Linux dans lequel il y a le démon Docker. Et donc il a fallu imaginer une façon de créer cette VM la plus petite possible, la plus spécifique possible, qui fait tourner un certain nombre qui fait tourner un système Linux classique, mais qui fait aussi tourner un certain nombre de démons spécifiques dans l'utilisation de Docker pour Mac. Okay, parce qu'on va faire tout un tas on fait tourner tout un tas de démons du côté Linux. L'ensemble des éditions Docker, donc AWS, Azure, etc., sont en train d'utiliser ça. Donc c'est des choses qu'on utilise en production, qui sont en train d'être utilisées en production. Ça vous permet aussi, là, pour tous ceux qui vous disent ouais, d'accord, pourquoi j'irais me faire suer à écrire mon Linux moi-même, là, franchement, j'en ai pas vraiment besoin. Donc vous pouvez aussi imaginer, comme on en a parlé tout à l'heure avec Jesse, au niveau de la sécurité, vous serez capable de prendre un Linux système et d'utiliser et ne lancer que les processus qui sont spécifiques à votre utilisation. Et donc typiquement de réduire de manière drastique la surface d'attaque de quelqu'un qui chercherait à casser votre système. Donc on peut imaginer aussi des entreprises qui utiliseraient ce LinuxKit pour créer des distributions Linux spécifiques pour l'ensemble des tâches qui seraient contraintes avec des règles de sécurité ou les certificats qui sont propres à l'entreprise. Déjà, l'ensemble de ces éléments-là seraient déjà bundlés à l'intérieur. Et donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir mon collègue tout à l'heure, Justin, qui est là. Et qui passe à 11h20 là-bas. Vous allez voir Justin, c'est lui qui a inventé LinuxKit. Donc si vous parlez un minimum anglais, je vous invite à aller le voir. Ce sera captivant. Et pour finir, donc deux éléments. Le premier, c'est que ce dont je vous parlais tout à l'heure, DockerCon a lieu en Europe cette fois. Comme il y a 2 ans qu'on s'était déplacé à Barcelone, cette fois ce sera à Copenhague. Je pense que si vous avez envie d'avoir votre billet gratuit ou presque, vous pouvez encore proposer des talks pour le CFP. Je pense que il y a encore quelques jours. Voilà, mi-octobre à Copenhague, vous n'avez pas d'excuses, c'est tout près de la maison. Si vous voulez en savoir plus sur le bureau de Paris, on fait aussi un hackathon toutes les 15 jours. Donc vous cherchez sur Meetup un hackathon, on vous propose de venir, on vous prépare des espèces d'issues toutes prêtes pour le projet Docker ou le projet Moby. Et on vous accompagne le temps d'une soirée, en vous fournissant bien sûr à dîner, dans les bureaux de Docker à Paris. Et vous pouvez rencontrer donc les ingénieurs qui bossent là-bas. Et aussi, on vous met un peu le pied à l'étrier sur comment on peut contribuer. Il y a des choses super simples à faire. Donc, il y a des tout petits morceaux de doc. Pour les fans de testing, il y a 3 tests à écrire dans un coin. Vous pouvez aussi, même si vous avez un niveau de Go qui est débutant, on vous aide un peu à démarrer tout ça. Donc si vous avez envie, venez vous inscrire ou venez me voir tout à l'heure, je vous donnerai l'adresse. On vous accueille avec plaisir. Et j'en ai terminé. Il nous reste quelques minutes pour quelques questions. Si dans l'auditoire vous avez... Vous me parliez tout à l'heure de toute la partie plugin, network, volume, etc. C'est super cool de pouvoir faire des Docker plugin install qui vient d'un conteneur, etc.
Est-ce c'est prévu d'avoir un moyen de rechercher ces plugins facilement dans la mesure où actuellement ils sont considérés comme des conteneurs comme des autres sur le hub? Il faut, j'imagine que ça va être fait dans le cadre du store, où donc maintenant il y a le hub d'un côté, dans lequel tu as l'ensemble de tes conteneurs, et on est en train d'essayer de déployer de plus en plus le Docker Store. Le Docker Store, c'est une façon de trouver un peu plus par marque, entre guillemets, les bons conteneurs et les bons plugins. Donc je ne connais pas l'état d'avancement précis de ce projet-là, mais je suis certain que ça passe par là. Donc dans le store, tu aurais l'ensemble des plugins et tu pourrais les rechercher. Donc l'intérêt du store, c'est que tu vas pouvoir non plus chercher, je sais pas, Nginx et trouver le Nginx de Pierre-Paul Jacques, mais le vrai Nginx fait par les gens d'Nginx. Et donc en l'occurrence, ça devrait fonctionner pour les plugins aussi. Et du coup, je me permets juste d'étendre ma question sur cette partie-là, sur comment vous voyez l'avenir du Docker Store dans la mesure où il y a des solutions comme par exemple Elasticsearch qui sont en train de sortir leurs images du hub parce que c'est trop lent de faire valider les images. De faire valider les images, de les faire certifier, etc. Typiquement, Elasticsearch qui sont en train de sortir, d'héberger leur propre hub pour livrer leurs propres images qui seraient plus officielles et certifiées par Docker sur le hub, etc. J'ai pas d'avis là-dessus. On peut travailler sur les problèmes de performance. J'en avais déjà un peu discuté de ce point-là avec les gens d'Elasticsearch. Après, moi, j'ai pas d'avis particulier sur le sujet, à part qu'on peut bien sûr toujours s'améliorer pour faire en sorte que si le problème est uniquement une question de lenteur et pas une question de marketing, il n'y a aucun souci pour qu'on travaille sur ce sujet-là, bien entendu. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au firewall sur du Linux Docker. En gros, quand on utilise le module iptables qui est de base, c'est assez intrusif. Et je voulais savoir s'il est prévu d'avoir des choses justement pour que, quand on publie des ports ou autre, à part utiliser firewall-d, je crois, pour pouvoir customiser ça, pour pouvoir customiser le comportement d'iptables, enfin Docker iptables. J'en ai aucune idée. D'accord, merci. Et vous savez à qui on peut demander ça? Pardon? À qui on pourrait demander ça? On peut en discuter tout à l'heure. Il y a d'autres ingénieurs qui sont là. On peut peut-être viens me voir tout à l'heure et j'essaie de te trouver. Il y a d'autres ingénieurs qui sont ici qui pourront peut-être te donner plus de réponses que moi. J'en ai absolument aucune idée. Ok, merci. Désolé. Bonjour. Vous avez rapidement décrit la façon dont fonctionne Docker sur Mac, donc avec une VM Linux. La façon dont il fonctionne sous Linux est bien connue. Et comment ça marche sous Windows vraiment? Pure curiosité malsaine. Donc on travaille, Docker et Microsoft travaillent ensemble sur le sujet. Donc c'est pas nous qui travaillons dans un coin en essayant de faire fonctionner le truc au forceps. La façon dont ça fonctionne, c'est on fait démarrer une VM dans Hyper-V. Donc c'est pour ça qu'il faut un Windows 10 relativement récent. Et aujourd'hui, on fait tourner une VM Linux, donc avec un démon, exactement d'ailleurs le même Linux qu'on tourne sur Mac, hein, c'est le même binaire qui est mis des deux côtés. Il y a des démons un tout petit peu différents à l'intérieur, mais ça se fait de manière transparente pour vous. De l'autre côté, on utilise les conteneurs Windows. Donc sous Windows, vous êtes capable de switcher de conteneur Linux à conteneur Windows. Donc vous allez pouvoir utiliser les conteneurs Windows. Là, pour le coup, ce qu'on fait, c'est qu'on défère systématiquement sur l'installation par défaut des conteneurs Windows faits par Microsoft. Une dernière question? Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question au sujet du multistage build. Ouais. Est-ce que le but d'un conteneur, c'est pas d'avoir une seule responsabilité? Parce que du coup, là, vous avez les 3 services qui tournent au sein d'un seul conteneur. Moi, j'aurais plutôt fait 3 images, 3 conteneurs qui publient 1 ou 2 ports au maximum et qui discutent entre eux. Alors, en l'occurrence, l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure, c'est un service web, donc il n'y a qu'un seul process qui tourne. Et ce process, c'est un process Go qui a des fichiers statiques qui sont des fichiers JavaScript. Et donc l'étape qu'on t'a montré, c'est bien sûr que si tu as 3 process, tu vas faire 3 conteneurs. Là, c'est pas l'objet. Là, l'objet, c'est qu'à la fin, tu n'as qu'un seul process qui tourne, c'est le process Go. Et il se trouve qu'il a besoin d'être compilé. Donc, tu as un conteneur qui crée ça. Et il a besoin aussi d'exécuter des fichiers statiques JavaScript de base qui sont été précompilés à l'avance. Donc, tu as raison dans ton analyse. Mais là, l'objet, c'est qu'il n'y a qu'un seul process qui tourne. Ok. Donc, dans votre cas, en fait, Go, c'est le serveur web. Ouais. Mais donc, si vous servirez votre front-end avec Nginx, par exemple, ouais. Est-ce que là, vous ferez un conteneur ou plusieurs conteneurs? Non, bien sûr. On aurait plusieurs conteneurs dans ce cas-là. Okay, super. Merci. Bon, je suis à votre disposition. Il y a d'autres ingénieurs de Docker qui sont là. Donc, si vous voulez nous attraper et discuter avec nous dans le reste, on est là toute la journée. Merci.